Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin pour une nouvelle émission que nous consacrons aujourd'hui à un thème qui nous concerne tous, celui de la liberté intérieure. S'il s'agit d'un des principaux objectifs dans notre vie, nos préjugés, nos peurs et nos conditionnements, qui prennent bien souvent forme dès notre plus petite enfance, nous empêchent d'y accéder et d'être heureux. À cela s'ajoute une société de consommation et de compétition qui ne nous aide pas à progresser vers cette liberté, qui pourtant nous permettrait d'aborder plus sereinement les hauts et les bas de l'existence, et donc de nous affranchir de ces causes de la souffrance. Alors en quoi consiste réellement cette liberté intérieure ? Quels sont les principaux obstacles et comment faire dans notre quotidien pour les dépasser ? J'ai le grand plaisir d'accueillir, pour en parler, notre invité Christophe André. Christophe André, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, je rappelle que vous avez été pendant plusieurs années médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, à Paris. Vous animiez notamment des groupes de méditation pour vos patients. Vous êtes spécialiste de la psychologie des émotions. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont le dernier, À nous la liberté, coédité par l'Iconoclaste et à la réédition, avec vos amis, le moine bouddhiste Mathieu Ricard et le philosophe Alexandre Jolien. C'est une belle aventure qui continue. Oui. Au départ, on n'avait pas du tout l'intention de devenir des co-écrivains, mais à force de bavardage, de discussion sur ces grands thèmes, effectivement, dont celui de la liberté intérieure, de nos dépendances, de nos attachements provoquant de la souffrance, Mathieu a eu l'idée de retransmettre la retranscription de nos débats à d'autres personnes en se disant que ça pourrait peut-être être utile. Voilà. Puis, vous savez, c'est une chance que peu d'entre nous avons finalement, c'est-à-dire la possibilité de se réunir avec des amis pendant 1 ou 2 semaines et ne faire qu'échanger ses points de vue sur la vie. C'est rare que nous puissions avoir l'occasion de faire des choses comme ça. Je crois que ça serait intéressant pour tout le monde, finalement, de se donner ce temps-là, et nous, on a eu la chance de pouvoir le faire. En tout cas, merci de nous partager justement le fruit de ces conversations, alors qui ont porté notamment sur cette question de la liberté intérieure, essentielle, je le disais. Alors c'est vrai que le mot liberté était vraiment important. Pour vous, c'est quoi la liberté et peut-être plus spécifiquement la liberté intérieure ? Alors c'est vrai que c'est un concept tellement vaste qu'il est difficile à définir, mais la liberté intérieure qui me concerne plus en tant que médecin et psychiatre, c'est peut-être on pourrait peut-être la définir comme la capacité à conduire notre esprit là où nous le souhaitons, et notamment à amener notre esprit, notre attention, notre vision vers ce qui nous semble important. Et donc, évidemment, c'est pas un travail facile, et d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est une sorte d'idéal pour lequel le plus important, c'est d'accepter qu'on ne pourra pas l'atteindre complètement ou de façon permanente. Et au fond, sans doute que le plus important dans cette notion de liberté, c'est le travail pour y arriver, qui est le travail de libération. Parce que la liberté, c'est un idéal, mais le vrai travail, il est à faire du côté de la libération incessante de tout ce qui nous enchaîne, de tout ce qui nous endolorit, de tout ce qui nous met dans la confusion. Plus concrètement, quels sont les principaux obstacles à cette liberté selon vous ? Moi, je crois qu'on pourrait dire au fond qu'il y a 3 grandes familles d'obstacles. Il y a les obstacles émotionnels. Nos propres émotions peuvent être un obstacle sur le chemin de la liberté. Nos peurs, nos colères, nos tristesses, etc. Eh bien, tout ça, ce sont des pertes de liberté d'une certaine façon. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Elles restreignent en tout cas notre liberté de pensée, de mouvement. Il y a évidemment nos pensées, le désordre, la confusion, les fausses valeurs, les erreurs de jugement. Les croyances, peut-être. Voilà, aussi. les croyances, les certitudes. Alors tout ça, on en a besoin, évidemment. Il faut s'appuyer de temps en temps sur des certitudes, mais avec beaucoup de prudence. Il y a une phrase de Paul Valéry que j'aime bien qui dit « L'esprit vole de sottise en sottise, comme l'oiseau vole de branche en branche. » Il ne peut pas faire autrement, mais l'important, c'est de ne se tenir fermement à aucune. Et donc, je crois que notre vie, c'est une succession de convictions transitoires, et puis on évolue, on comprend, on passe à d'autres choses. Donc c'est une seconde famille d'obstacles, et là, c'est le discernement qui nous manque à ce moment-là pour aller vers plus de liberté. Et puis il y a des obstacles autour de nous aussi,
des pollutions environnementales, des valeurs matérialistes, des personnes qui exercent une mauvaise influence. Peut-être on pourra parler aussi de cet aspect plus environnemental. Donc, la liste est très longue. Ah, ça, c'est sûr. Alors, revenons sur les principaux obstacles quand même que vous avez identifiés dans ce livre. Alors, moi, je le dis franchement, je ne connaissais pas ce mot-là, l'acrasie. De quoi s'agit-il, Christophe André ? Alors, l'acrasie, c'est un terme philosophique au départ qui désigne tout ce que nous voudrions faire et que nous pourrions faire, mais que nous ne faisons pas. C'est-à-dire tenir des bonnes résolutions, moins manger, faire plus de gymnastique, être plus généreux avec les autres, moins nous énerver, voilà. Et nous souhaiterions le faire, donc c'est un objectif qui nous paraît important, mais eh bien, nous ne le faisons pas parce que nous avons du mal à maintenir nos efforts, parce que nous n'avons peut-être pas fixé des objectifs assez faciles à atteindre, on s'est donné un trop grand saut à accomplir. Et cette acrasie, l'air de rien, alors c'est le langage des philosophes, l'acrasie. Les psys disent plus volontiers procrastination. Oui. Ouais, je le ferai, mais plutôt demain. Je le ferai, mais demain. L'air de rien, c'est un grand problème. D'abord, c'est un problème parce que justement, on est au cœur de la perte de liberté. C'est une perte de liberté en ce sens que c'est un obstacle sur l'atteinte de nos idéaux. Au fond, c'est comme si une chaîne nous retenait en arrière. On n'arrive pas à se rapprocher d'un objectif investi. Et puis, c'est aussi quelque chose qui va nous ronger. L'acrasie, vous savez, le problème, c'est pas juste que nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs, c'est que ça va dévaloriser l'image qu'on a de nous. L'air de rien, au fond, ne pas faire ce que je me sais capable de faire, peu à peu, ça me renvoie à moi-même inconsciemment l'image de quelqu'un. Donc l'estime peut être abîmée aussi. Voilà, un problème d'estime de soi, de dévalorisation, donc qui va encore évidemment compliquer le problème. Donc on a souvent ces difficultés, donc on est tous confrontés à ça, mais la manière dont on se coltine ça, dont on se bagarre plus ou moins obstinément avec ça, fait souvent la différence entre les individus. Alors, on a aussi la peur et, bien évidemment, le découragement. Alors, en quoi, ça nous... Alors, c'est vrai que la peur, notamment le découragement, c'est vrai que c'est la conséquence d'efforts qu'on a accomplis et qui n'aboutissent pas. Donc, on a souvent ça sur le chemin aussi. C'est pas facile de s'améliorer, de progresser. Mais peut-être avant tout ça, il y a nos peurs. La peur, c'est sans doute l'émotion afflictive, comme on dit dans le bouddhisme, ou l'émotion douloureuse ou négative en psychologie, la plus fondamentale, la plus centrale, c'est finalement la rencontre avec ce qui nous semble menaçant, problématique. Et la peur, elle restreint notre liberté à deux niveaux. D'abord, parce qu'elle est une souffrance. Et que vous savez que un des problèmes de la souffrance, si on ne sait pas comment la comprendre, la traverser, la dépasser, c'est qu'elle restreint notre ouverture au monde. La souffrance, elle amène un individu à se recroqueviller sur lui, à ne plus être disponible pour les autres, pour le monde qui l'entoure, pour beaucoup d'activités. Si j'ai très très mal aux dents, si j'ai un gros chagrin d'amour, le reste ne m'intéresse pas. Je suis centré sur ma douleur et je suis dans la prison de la souffrance. Et c'est vrai que là, on est dans la moindre des libertés. Et puis, il y a aussi quelque chose de plus silencieux dans nos peurs. Ce sont les évitements. Vous savez que quand quelque chose me fait peur, évidemment, comme ça, c'est une forme de souffrance, la morsure de la peur, j'évite de le fréquenter. Les phobiques, s'ils ont peur des chats, des trains, des ascenseurs, ils évitent de se confronter à ces situations. Une forme de fuite aussi. Voilà. Mais peu à peu, pour justifier leurs évitements, ils disent j'aime pas trop, ça me plaît pas, j'en ai pas vraiment besoin. Prendre l'avion, non, mais je préfère rester en vacances chez moi, parler aux autres personnes. Et peu à peu, ce sont tout un tas de petits mensonges qu'on se fait à soi-même, là aussi qui restreignent notre liberté à cause d'une peur qu'on ne s'avoue pas finalement, qu'on n'arrive pas à reconnaître et à se donner l'énergie d'affronter. Donc, vous voyez, la perte de liberté, elle nous menace dans beaucoup de domaines. Bien des domaines, oui. Ouais. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans notre quotidien, pour essayer justement de gagner, d'avancer vers cette liberté intérieure ?
Moi, il y a un terme dans votre livre vraiment que j'ai beaucoup aimé, c'est ce terme d'écologie de la liberté, notamment dans notre lien aux autres. On a procédé dans ce livre à une réhabilitation des efforts. Les efforts, c'est casse-pied. Personne n'a envie de faire d'efforts. Et on vit même dans une époque qui dévalorise un peu la notion d'effort. Au fond, quand vous avez deux élèves, un qui est doué et un qui est studieux, laborieux, on admire davantage celui qui est doué, alors qu'on devrait admirer celui qui est laborieux, parce que, au fond, le don, le talent, c'est une chance, alors que le labeur, c'est vraiment un mérite. Donc, c'est une façon de réduire les inégalités. Et nous, on parle beaucoup dans le livre de ce qu'on appelle les efforts joyeux avec Alexandre et Mathieu, en expliquant qu'il y a des efforts il y a un regard à porter sur les efforts qui est passionnant, qui est réjouissant. C'est l'effort des alpinistes, des randonneurs. Arriver en haut d'une montagne, c'est pas la même chose d'y arriver en ayant grimpé avec ses amis ou en ayant été posé par hélicoptère. Le fait que vous ayez fait des efforts avant rend l'atteinte de l'objectif plus savoureuse. Et vous parliez des liens avec les autres. Dans ce qu'on a appelé l'écologie de la liberté, on a mis en vrac tous ceux qui ne nécessitent pas des efforts. Il faut des efforts, mais parfois, il suffit d'être régulièrement là où il faut se trouver. Par exemple, se mettre régulièrement en contact de personnalités inspirantes, de gens pour qui on ressent de l'estime, de l'admiration. C'est le rôle des maîtres, notamment. Les maîtres, on sait que ce ne sont pas forcément des gens parfaits, mais c'est des gens qui sont admirables, qui nous délivrent un enseignement à la fois par leurs paroles, à la fois par leur comportement. Et on n'a pas d'effort à faire. Il suffit juste de les écouter, de les observer et de se nourrir de ce qu'ils ont à nous donner. Il y a aussi des environnements qui sont des environnements favorables. On sait que le fait d'être souvent dans la nature ou dans certains lieux qui ne sont pas pollués par les injonctions de la société de consommation, de la performance, d'être plus ceci ou plus cela que les autres, de posséder, d'accumuler, tout ça, toutes ces injonctions de la société de consommation sont des pertes de liberté, parce que la grande manipulation dans cette histoire, c'est qu'on croit qu'on est libre. On rentre dans un magasin et on est libre d'acheter, mais on n'est pas du tout libre, évidemment. On est manipulé par les pubs, par les promos, par les soldes et toutes ces choses-là. Donc, on a parlé du rôle que pouvait jouer cet environnement. Mathieu, si j'ai 30 secondes, si vous me permettez, nous avait raconté une petite anecdote merveilleuse. Il accompagnait, c'est Mathieu Ricard, donc il accompagnait un lama tibétain à New York, et ils étaient à Broadway, avec des panneaux publicitaires partout. Et puis, vous voyez que le lama n'était pas bien. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ils sont en train d'essayer de voler mon esprit. Et il avait parfaitement compris que toutes ces pubs, le but, c'était de faire effraction dans notre cerveau et de nous manipuler, de nous faire perdre notre liberté pour nous amener là où on voulait. Parce qu'il était moins pollué que nous. Nous, les pubs, on les regarde comme des distractions. Il y a un discernement peut-être plus accru aussi. Oui, ce sont des manipulations. Donc voilà, on a voulu aborder ces points-là aussi dans le bouquin. Écoutez, je vous remercie infiniment, Christophe André, vraiment, pour toutes ces explications. C'est vrai que vous parlez aussi magnifiquement de l'amitié, qui nous libère. On parle des vrais amis, des bons amis. Et je crois que ce livre, avec Mathieu Ricard et Alexandre Jolien, l'illustre parfaitement. Merci. Merci à vous. Et si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages que nous proposons pour approfondir le sujet de cette émission. Tout d'abord, je vous rappelle donc le livre sur lequel nous sommes basés pour la préparer, À nous la liberté, coécrit par notre invité Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard, publié par l'Iconoclaste et Alary Éditions. Ces trois amis et complices, nous l'avons vu, n'ont cessé d'échanger, de disséquer, d'analyser les principaux obstacles à la liberté pour nous proposer avec ce livre un chemin méthodique pour nous aider à sortir de nos prisons intérieures, à nous rapprocher des autres et bâtir un nouvel art de vivre. Toujours de Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard, trois amis en quête de sagesse, également publiés par l'Iconoclaste et Alary Éditions. Et enfin, toujours aux éditions de l'Iconoclaste, L'esprit est son propre médecin, de John Kabat-Zinn et Richard Davidson. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.